Merci beaucoup. Je remercie le représentant et ministre des Affaires étrangères des Philippines, M. Enrique Ostria Manalo, et je donne la parole à M. Luca Beccari, ministre des Affaires étrangères, des Affaires politiques, de la coopération économique internationale et de la transition numérique de Saint-Marin. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, Excellences, Mesdames, Messieurs, au nom du gouvernement de la République de Saint-Marin, permettez-moi d'adresser mes félicitations à Son Excellence Monsieur Philémon Yang pour son élection à la présidence de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Je lui souhaite plein succès. La République de Saint-Marin appuie les priorités de votre programme. Vous pouvez compter, Monsieur le Président, sur la pleine coopération de ma délégation tout au long de votre mandat. Je voudrais également saisir cette occasion pour remercier tout particulièrement le secrétaire général Antonio Guterres pour son énergie et sa détermination à la tête des Nations unies dans cette période extrêmement difficile. Monsieur le Président, les années à venir seront cruciales, non seulement pour notre avenir, mais également pour l'avenir des générations à venir. Les jeunes générations ont le droit de vivre en paix, en la sécurité et en harmonie avec la nature. Nous ne devons pas oublier que le monde, notamment les jeunes générations, nous regarde. Malheureusement, aujourd'hui, nous faisons face à un nombre important de crises et de conflits armés sans précédent aux quatre coins du monde. En outre, la mise en œuvre du programme de développement durable à l'horizon 2030 a été ralentie par un contexte international marqué par des incertitudes, une crise planétaire faite de changements climatiques, pollution, de perte de biodiversité, aggravée par des chocs, par des guerres, la déstabilisation et des fragilités de plus en plus importantes. L'impact des crises multiples se fait plus sentir par les pauvres, les plus vulnérables, ce qui renforce la pauvreté et les inégalités entre et au sein des pays. La réalisation du développement durable fait partie intégrante des défis auxquels nous nous heurtons et le programme de développement à l'horizon 2030 reste notre feuille de route pour y remédier. Le sommet de l'avenir est une occasion d'accélérer la mise en œuvre du programme de développement durable à l'horizon 2030, notamment la réalisation des engagements sortis du sommet sur les ODD et l'engagement qui consiste à ne laisser personne pour compte. À travers nos engagements renouvelés, le pacte pour l'avenir peut renforcer la confiance dans le multilatéralisme et dans notre capacité à relever les défis communs ensemble. À ce titre, nous nous félicitons de ce que le pacte pour l'avenir reflète les actions ambitieuses dans les trois piliers de la coopération internationale, le développement, la paix, la sécurité, afin de bâtir notamment un cyberespace renforçant la paix, la sécurité et les droits humains. Monsieur le Président, il y a un besoin urgent de renforcer notre appui au système mondial fondé sur les règles et fondé sur les Nations unies. Nous appuyons cette base de cette institution, notamment la Déclaration des droits de l'homme, la Charte des Nations unies et les obligations en vertu du droit international sur les droits humains. Aujourd'hui, dans un contexte de violation à grande échelle, il est essentiel de remobiliser la Charte des Nations unies et ses valeurs afin de maintenir la paix et la sécurité internationale, tout en prenant des mesures collectives afin de prévenir les conflits et de mettre fin aux actes d'agression. À ce titre, nous appuyons les recommandations du nouvel agenda pour la paix du secrétaire général et nous nous félicitons des efforts accrus en matière de prévention des conflits. La reconnaissance du caractère interdépendant entre la paix et la sécurité et le développement durable des droits humains est fondamentale si nous voulons parvenir à des résultats crédibles. Nous appuyons la demande faite au secrétaire général pour continuer à développer de nouveaux modèles d'opération de paix tout en reconnaissant le rôle des organisations régionales dans le maintien de la paix. Monsieur le Président, nous vivons
une époque marquée par des difficultés avec des niveaux de violence sans précédent, d'atrocités de masse et de déplacement. Nous sommes vivement préoccupés par le nombre et l'ampleur des conflits armés à travers le monde qui causent d'immenses souffrances à des millions de civils. L'augmentation sans précédent des dépenses militaires est également une tendance alarmante. Nous sommes également préoccupés par l'augmentation dangereuse et décevante de la rhétorique nucléaire et par le spectre de l'escalade nucléaire. Nous condamnons fermement l'utilisation ou la menace de l'utilisation d'armes nucléaires et nous considérons ces menaces irresponsables et injustifiées. Toute utilisation d'armes nucléaires aurait des conséquences catastrophiques et indicibles pour l'humanité. Malheureusement, aujourd'hui, en raison des tensions qui augmentent, de la détérioration de l'architecture de désarmement, de l'utilisation de nouvelles technologies émergentes, y compris l'intelligence artificielle, et en raison également des possibilités de cyberattaques, le risque de l'utilisation d'armes nucléaires de façon délibérée ou accidentelle est plus que jamais élevé, plus élevé d'ailleurs qu'à tout autre moment de la guerre froide. Nous saluons le secrétaire général de notre organisation pour l'accent qu'il a placé sur le besoin d'éliminer les armes nucléaires. Il s'agit là d'une action nécessaire dans le cadre du nouvel agenda pour la paix. Saint-Marin réaffirme son engagement en faveur d'un monde débarrassé d'armes nucléaires. Et nous attachons une grande importance au traité historique sur l'interdiction des armes nucléaires qui voit un plus grand nombre de ratifications jour après jour. Monsieur le Président, la guerre d'agression contre l'Ukraine a eu des conséquences terribles pour les populations civiles, y compris par des morts, la destruction d'infrastructures civiles et des déplacements massifs. Nous réitérons notre condamnation ferme de l'agression de la Fédération de Russie contre l'Ukraine et réaffirmons notre soutien indéfectible à l'indépendance politique, à la souveraineté, à l'intégrité territoriale et de l'Ukraine dans le cadre de ses frontières internationalement reconnues. Dans l'esprit même du multilatéralisme de la coopération internationale, Saint-Marin a pris part au sommet sur la paix en Ukraine qui s'est tenu en Suisse au mois de juin dernier. Nous appuyons tous les efforts internationaux visant à parvenir à une paix globale juste et durable pour l'Ukraine sur la base de la Charte des Nations Unies et du droit international. Monsieur le Président, la République de Saint-Marin a de nombreuses reprises condamné fermement les attaques odieuses du 7 octobre. Saint-Marin appelle à la libération immédiate inconditionnelle des otages. Nous condamnons la torture et la violence sexuelle perpétrées contre eux et nous reconnaissons le droit d'Israël à se défendre dans le cadre du droit humanitaire et du droit international. Dans le même temps, nous ne pouvons pas rester silencieux face à la mort de plus de 40 000 civils, dont la plupart sont des enfants et des femmes. Plus de 90 000 Palestiniens auraient été blessés, alors que la majorité des maisons et des hôpitaux ont été endommagés, vidés ou bombardés. Le niveau de destruction et de souffrance à Gaza est tout simplement sans précédent. La souffrance des civils, les morts de civils et les otages encore retenus sont une réalité qui est déchirante et inacceptable. Nous appelons toutes les parties à respecter pleinement le droit international humanitaire, à préserver la vie, la dignité et l'humanité de toutes les personnes affectées par les conflits armés. En outre, la mort tragique des membres du personnel de l'UNRWA et d'autres travailleurs d'organisations humanitaires et de journalistes ne sauraient être tolérés. Saint-Marin a rejoint plusieurs initiatives visant à atténuer la situation humanitaire catastrophique en cours à Gaza. Nous avons fait des contributions financières au bénéfice de l'UNRWA, de l'UNICEF et du Bureau de coordination des affaires humanitaires. Notre objectif, appuyer le travail de ces agences qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. La communauté internationale doit rompre le cycle terrible de violence et s'engager en faveur d'une paix durable et restaurer la paix, la sécurité d'Israël et de Palestine à travers un processus de paix renouvelé. Nous sommes engagés en faveur d'une paix durable et en faveur de la solution des deux États avec Israël et Palestine vivant
dans la paix et la sécurité et étant reconnus mutuellement. Nous réitérons notre engagement appel en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et la tenue d'un dialogue pour prendre en compte les préoccupations légitimes d'Israël et de la Palestine. Une paix durable sur la base de la solution à deux États est la seule option viable à long terme pour la paix. L'admission de la Palestine en tant que membre de plein droit facilitera la réalisation de cette solution, nous en sommes convaincus. Saint-Marin se félicite de la résolution adoptée en mai 2024 lors de la 10e réunion d'urgence extraordinaire qui a renforcé les droits des Palestiniens aux Nations Unies en tant qu'État observateur et nous appelons le Conseil de sécurité à envisager son admission en tant que membre de plein droit. Monsieur le Président, la spirale de mort et de dévastation atteint désormais le Liban. Cela représente une menace d'escalade du conflit qui pourrait déstabiliser l'ensemble de la région. Il faut donc que les parties fassent preuve de retenue. Monsieur le Président, le respect du droit international et la redevabilité sont des facteurs essentiels dans la prévention et dans l'arrêt des violations et des crimes. Nous réaffirmons notre engagement en faveur de la Charte des Nations Unies et du principe de responsabilité de protéger, essentiel du reste pour la prévention des crimes d'atrocité. Nous sommes vivement préoccupés par le mépris et la violation du droit international. La République de Saint-Marin réaffirme son plein attachement aux obligations au titre du droit humanitaire du droit international, telles que la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide, le statut de Rome et les conventions de Genève. Saint-Marin réaffirme son plein soutien à la Cour pénale internationale, dont le travail est essentiel pour lutter contre l'impunité pour le génocide et les crimes contre l'humanité. La République de Saint-Marin voudrait également saisir cette occasion pour réitérer son appui aux initiatives telles que le Code de conduite du groupe ACT concernant les actions du Conseil de sécurité contre le génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, ainsi que la déclaration franco-mexicaine sur la retenue s'agissant de l'usage par les membres du Conseil de sécurité du droit de veto. Monsieur le Président, la protection des civils de l'impact dévastateur des guerres doit être notre priorité. Les conflits armés aux quatre coins du monde ont un impact dramatique sur la vie de millions de civils. La protection des infrastructures civiles est essentielle pour garantir la sécurité alimentaire en temps de guerre. La production alimentaire et sa distribution, la fourniture de l'eau, le service d'assainissement, d'énergie, des soins de santé peuvent être perturbés lorsque les infrastructures et les outils essentiels à la survie des civils sont endommagés ou détruits. Nous appuyons à ce titre la résolution 2573 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui condamne les attaques contre les infrastructures civiles critiques indispensables pour leur survie. Saint-Marin appelle également toutes les parties à mettre en œuvre la résolution 2417 du Conseil de sécurité, résolution qui condamne l'utilisation de la faim comme méthode de tactique de guerre. Nous condamnons également tout rejet de l'accès humanitaire qui serait illégal. Nous sommes vraiment préoccupés par les violations à grande échelle visant les enfants, comme indiqué par le rapport du secrétaire général. Nous soutenons le rôle de la représentante spéciale du secrétaire général pour la question des enfants et des conflits, ainsi que l'UNICEF, le département des opérations de paix et tous les acteurs chargés de la protection des enfants de la société civile et des Nations unies. Les conflits armés continuent de dévaster les vies des personnes et leurs droits fondamentaux. Nous sommes témoins d'attaques de plus en plus nombreuses contre les écoles et les hôpitaux. Ceci est tout à fait inacceptable. Pour renforcer la protection des enfants dans les conflits armés, nous appelons toutes les parties aux conflits armés à honorer pleinement leurs engagements en vertu du droit international humanitaire, du droit international des réfugiés et des normes internationales en matière de protection des enfants. En outre, nous appelons à la redevabilité pleine et entière pour toutes les violations graves
à travers les mécanismes de justice nationale internationale tels que la Cour pénale internationale. Nous appelons également tous les États membres à ratifier le protocole facultatif à la Convention sur les droits de l'enfant concernant leur implication dans les conflits armés. Nous encourageons toutes les parties à appuyer d'autres outils importants tels que les principes et engagements de Paris et les principes de Vancouver. Monsieur le Président, Saint-Marin est convaincu qu'il est essentiel de renforcer la riposte mondiale face aux urgences climatiques. La menace existentielle causée par la triple menace du changement climatique, de la perte de biodiversité et de la pollution devrait donner à nous tous un sentiment d'urgence et nous devrons y accorder la priorité. Nous saluons les engagements pris à l'occasion de la COP 28 de décembre dernier qui inclut l'impératif d'abandonner les carburants fossiles de façon ordonnée, équitable, en triplant la capacité des énergies renouvelables et en doublant l'efficacité énergétique d'ici à 2030, conformément à l'objectif de 1,5 degré de réchauffement. Nous sommes pleinement engagés en faveur de la décarbonation de l'économie mondiale d'ici à 2050 et à mettre fin et à inverser la perte de biodiversité d'ici à 2025. Dans le même temps, nous reconnaissons le besoin de mettre fin à la pollution qui est à l'origine de 9 millions de morts chaque année. En outre, nous devons nous attaquer à la crise de l'eau, une menace mondiale de plus en plus importante qui est vouée à s'intensifier dans les 50 prochaines années et qui aura des conséquences dévastatrices sur le développement durable, l'environnement, la paix et la stabilité régionale. Monsieur le Président, les relations de plus en plus évidentes entre les défis mondiaux que j'ai mentionnés appellent les États membres à travailler ensemble plus que jamais. Les Nations unies sont la seule organisation intergouvernementale universelle fondée sur l'égalité souveraine de tous ses États membres. Son rôle unique en tant que acteurs qui déterminent les règles, harmonisent les actions et partagent les expériences dans le domaine de la paix, de la sécurité, du développement durable, des droits de l'homme, de l'état de droit, dépassent tout intérêt d'une seule nation. Bien au contraire, ils sont là pour préserver les intérêts de toutes les nations, de tous les peuples. Le caractère central et la pertinence des Nations unies ne va pas de soi. Nous devons travailler ensemble pour trouver des solutions à nos défis, aux défis qui menacent la paix et la sécurité. Nous devons revitaliser les Nations unies et revigorer le multilatéralisme pour qu'il garde sa pertinence. Pour ce faire, il est essentiel de restaurer la confiance dans le potentiel de l'organisation dans son leadership, ses membres et ses parties prenantes. Cette organisation doit également devenir plus inclusive et redevable pour être plus efficace et ainsi permettre la participation de la société civile et du secteur privé. Dans cette volonté, nous avons besoin d'une architecture financière internationale plus inclusive, un système équitable fondé sur des règles qui soient plus efficaces et qui permettent une gouvernance économique plus inclusive, qui tienne compte également de l'impact du développement. Le multilatéralisme doit déboucher sur la paix en tant que bien public mondial. La réforme doit rester au cœur de nos actions parce qu'elles sont essentielles pour la stabilité du monde et le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Dans ce contexte, Saint-Marin suit avec intérêt la réforme en cours du Conseil de sécurité. Comme nous l'avons dit à d'autres occasions, nous estimons que les négociations intergouvernementales favorisent la recherche d'un accord fondé sur un consensus politique large reflétant les intérêts de tous les groupes négociants. Nous appelons à une réforme qui rendrait le Conseil plus démocratique, transparent, efficace et redevable. Pour y parvenir, nous ne pouvons que nous baser sur un dialogue continu avec les États et en respectant les positions initiales. Cela est essentiel pour négocier le plus large accord possible. En conclusion, Monsieur le Président, nous sommes à la croisée des chemins. Les mesures que nous prendrons aujourd'hui vont
façonner l'ordre international fondé sur les règles du système des Nations Unies pour des décennies à venir. Il est donc essentiel de trouver des voies et moyens de travailler ensemble pour faire en sorte que les institutions multilatérales soient en mesure de s'adapter aux changements rapides. Les États membres doivent assumer leurs responsabilités, y compris celle de rendre notre organisation capable de réaliser son mandat, à savoir protéger les citoyens du monde. Saint-Marin est un État qui a une forte identité grâce à son histoire centenaire de paix et de liberté. Notre État est petit, certes, mais nous sommes fiers d'apporter notre contribution à la communauté des Nations Unies. Je vous remercie de votre attention. Je remercie le ministre des Affaires étrangères, des Affaires politiques, de la coopération internationale politique, de la transition numérique de Saint-Marin. Je donne à présent la parole